Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. Et bonsoir à vous, Karl Arvidsson. Vous êtes professeur invité à l'invitation de notre collègue Valérie Didlon. Comment vous présentez? Vous êtes architecte, je pense que c'est une dimension importante, suédois, mais également architecte français, puisque vous êtes en train de finir l'école de Chaillot. Oui. Et cette école de Chaillot, vous la finissez avec une pratique et une réflexion que vous allez nous traduire aujourd'hui à travers cette conférence intitulée « La phénoménologie du passé ». Vous mobilisez un corpus théorique qui éclaire et oriente votre pratique. J'espère que nous aurons un temps d'échange à la fin pour pouvoir revenir sur ces notions et rebondir sur les différents aspects que j'ai eu la chance de parcourir, que vous allez traverser avec nous dans cette expérience à la fois sensible et réflexive autour de la phénoménologie. Merci infiniment à vous d'être présents ce soir et je vous laisse évidemment tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Karl Arvidsson et comme disait Sébastien, je suis architecte indépendant ici dans l'Orne depuis 2020, où je travaille avec des projets de bâtis existants en contexte rural et aussi un peu de plus en plus avec des projets patrimoniaux de mes études à Chaillot. Mais avant tout, je suis donc praticien et c'est pour ça que je vais vous parler de mon travail et mes expériences personnelles ici en Normandie, mais aussi dans les pays nordiques. Donc, je vais vous parler d'un thème qui m'occupe depuis des années et qui est central à mon travail. Et ce thème, c'est l'observation des bâtiments anciens. Et pour moi, le bâtiment ancien et le patrimoine, ce sont des bibliothèques de formes et de solutions constructives qui témoignent d'un autre temps, d'une autre société. Et en étudiant ces bâtiments-là, on enrichit non seulement sa culture personnelle, architecturale, constructive, mais on maintient également la mémoire de ces édifices. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler ce masterclass la phénoménologie du passé. Et donc, pour parler de la première partie, l'observation. Donc, en 2017, j'ai eu une bourse de l'Académie royale des beaux-arts de Suède pour faire un voyage d'études en Norvège pour étudier l'architecture vernaculaire, mais aussi contemporaine. Donc, le focus, c'était vraiment des architectures en bois. Et le voyage, c'était entre deux projets de Sumtor. Le premier ici, Almannahuvet dans le sud, que vous voyez là. Et le deuxième, le mémorial de Stilneset à Vardø, qui est ici dans le nord, à la mer du Nord. Et pour référence, nous sommes ici à Rouen ce soir. Et donc, sur ce voyage, j'ai observé, on peut dire, principalement trois types de bâtiments. Premièrement, l'architecture contemporaine avec des projets de Sumtor, donc Almannahuvet et Stilneset, mais également d'autres projets contemporains qu'on peut voir ici, qui étaient souvent liés aux routes touristiques de la Norvège. J'ai vu beaucoup de bâtiments vernaculaires qui étaient souvent dans un contexte très isolé, souvent à l'état de l'abandon. Donc, qui pose aussi la question de la sauvegarde de ces architectures. Mais on a également vu des églises en bois debout, ou comme on dit en norvégien, les stavkirker, qui en gros sont, on peut dire, c'est l'équivalent des églises romanes en France. Donc, c'était au Moyen-Âge, quand la Norvège devenait chrétien. On a eu la montée de cette architecture-là, où on a eu à l'apogée de cette typologie plus de 1000 églises en bois debout. Aujourd'hui, il ne reste que 28, qui témoignent aussi de la fragilité de ce patrimoine en bois. Mais en dehors de ces églises-là, il y a aussi des églises plus récentes qui sont également très intéressantes du point de vue de leur forme et de leur usage qu'on voit ici en bas. Donc, pour commencer avec Almannahuvet,
Là, vous avez une vue de l'ensemble avec, en gros, des sanitaires ici, un restaurant ici, et là, un musée. Et cet endroit, ça commémore une ancienne mine qui était active au 19e siècle dans la comté de Soda, où l'État norvégien a financé ce projet pour maintenir le mémoire de ce lieu. Donc là, vous avez d'autres vues du restaurant ici et du petit musée là, qui est perché sur la montagne. Les sanitaires, voilà, avec un monsieur qui attend en bas. Et là, il y a une autre vue du musée dans son contexte. Et on peut remarquer justement la démarche référentielle de Sumtor dans ce projet, avec la structure bois qui fait référence aux structures des mines, avec le noir des façades qui fait référence à l'obscurité sous terre, et après le sang de la couverture qui fait référence au métal qui était puisé dans les mines. Et donc là, vous avez un détail de restaurant avec la structure moisée qui est traitée au goudron, qui est une technique pour protéger le bois, qui est très très commun dans les pays nordiques, dans l'architecture traditionnelle, mais qu'on trouve également en Suisse et en France, bien évidemment. Donc là, j'avais fait un dessin sur site du musée. Et donc, sur ce voyage-là, j'ai principalement fait 2 choses, ou même peut-être 3 choses. J'ai fait beaucoup de photos pour documenter tout ce que j'ai vu. Et j'ai fait pas mal de dessins pour mieux comprendre ce que je voyais. Et après, pour certains cas, j'ai fait des relevés pour encore mieux documenter dans la précision. Donc, je vais vous parler des maisons rurales que j'ai vues. Ici, vous avez une collection de quelques maisons qui m'ont frappé sur ce voyage-là, avec certaines fonctions différentes. Et donc, on voit beaucoup de petites cabanes, de bâtiments de stockage, également de petites maisons et vraiment des usages, on va dire, presque banals, mais qui, dans leur banalité, avaient une richesse assez surprenante. Donc là, vous avez 2 exemples de bâtiments de stockage. Un qui est plus traditionnel sur la gauche, avec la peinture rouge de Falun, qui est très marquante, surtout pour la Suède. Mais également, on voit que ce stockage pour bateaux, qui est donc construit dans l'époque moderne, garde quand même, malgré sa soubassement en béton, un pied dans la tradition avec ce gable rouge. On a également des maisons ici à la mer du Nord où on voit justement les traces du temps qui, à travers de tout ce voyage, de tous ces bâtiments isolés que j'ai vus, était presque le paramètre le plus marquant. C'était vraiment quelque chose qui était frappant de voir autant de maisons isolées en plus ou moins mauvais état, mais qui étaient malgré tout toujours là, qui témoignent quand même qu'il y a quelqu'un qui soit là pour s'en occuper à minima. On trouvait aussi des choses assez surprenantes, comme ce tas de bois ici, à la mer du Nord, dans ce paysage lunaire qui était laissé comme ça. On dirait que c'était quelque chose qui servait à être brûlé, mais c'était laissé comme ça là-bas. Et du coup, j'ai fait un petit rapprochement avec ce bâtiment-là, qui était en fort état de dégradation, et qui, au bout d'un moment, va ressembler à ce tas de bois. À Lofoten, il y a beaucoup de petites maisons de pêcheurs qui sont au bord de la mer. Et on voit un peu, c'est un thème assez conséquent en Norvège, d'avoir ces petits bâtiments posés sur des soubassements presque improvisés, où on voit clairement la patine de l'humidité. Ou ici, encore un petit abri
très simple, mais très surprenant aussi. Aussi à côté de Vardø. Ou des maisons un peu plus, on va dire, pas conséquents, mais un peu plus comme une maison traditionnelle, mais que je trouve a beaucoup de caractère, avec sa peinture jaune, soubassement rouge et couverture bitumée. Ou ce bâtiment-là aussi, qui était vraiment, je ne sais pas si c'est une habitation ou quoi, on dirait un abri, qui était, on dirait presque des petits endroits où on vient juste pour limite survivre dans ce paysage lunaire. Et cette maison-là, je trouve assez marrant parce que ça témoigne de l'isolement du Nord avec cette disque satellite qui est presque aussi grand que la maison. Donc ça, je trouvais assez intéressant. Et aussi, dans le Nord, on n'est jamais loin de la nature. Donc, dans cet isolement de la nature norvégien ou suédois dans le Nord, il y avait une forte présence des animaux qui se baladaient librement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pas mal de dessins pour documenter des choses que je trouvais intéressantes. Donc, comme ici, cette maison abandonnée. Ici, ce stockage à Ottenes de grains, avec des colonnes en forme de champignons qui étaient faites comme ça pour empêcher les rongeurs de venir manger ce qu'il y avait dedans. Ou ici, cet abri de bois à Lofoten, qui aussi commence à tomber en ruine. Ici, cette maison à Lustafjorden avec un grand soubassement en pierre qui est assez atypique pour la Norvège. Ou cet abri à Underdal, ou ces cabanes de pêcheurs à l'île de Vega, ou ces cabanes de pêcheurs à Solvorn, qui aussi, on voit que c'est en train de tomber en ruine. Donc, pour la prochaine partie, je vais parler de Stavkirke, où les églises en bois debout. Donc, moi, j'ai visité 8 de ces édifices. Donc, il y a Koppang Stavkirke de 1140. Il y a Hedal Stavkirke de 1200. Unes Stavkirke de 1130, qui est classée à l'UNESCO et qui a donné nom à son propre style architectural, qui est le style de Unes. Il y a Edsborg Stavkirke de 1250. Lom Stavkirke de 1170. Underdal Stavkirke de 1150 à peu près, et qui est le plus petit église de ce genre qui est toujours utilisé. Il y a Vågstavkirke de 1130, et il y a Dovre Kirke, qui est un ancien stavkirke, mais qui a été en gros reconstruit, mais qui est assez atypique, que je vais en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez Hedal ici, qui est un des édifices peut-être les plus impressionnants, où on voit cette construction en bois sur plusieurs étages, avec ces poteaux, ces colonnes en bois, avec des murs à planches couverts de bardeaux en écailles. Donc à partir d'ici, on n'est que sur des écailles et on peut voir en gros les croix sur le tour des clochers et des sculptures un peu païennes ici avec les têtes de loups. Donc on est quand même au Moyen-Âge. Donc on voit quand même des influences que moi je qualifierais de continent. Ici avec les petites colonnettes et les fenêtres en claire-voie. Donc quelque chose qu'on peut typiquement voir à Cluny. Ici dans l'art du Moyen-Âge norvégien, il y a une grande présence de bois sculpté quand même, qui est assez intéressant. Et on voit aussi que la différence des couleurs est due au traitement du goudron de sapin sur cet endroit-là. Donc l'intérieur, ça donne ça. Donc on voit qu'on est sur quelque chose de très différent des églises françaises, avec un intérieur tout bois, avec des peintures murales quand même. Mais on est sur des édifices comme
les églises romanes sont assez sombres, mais qui gardent quand même une certaine chaleur. Donc là, vous avez Kapange Stavkirke, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus austère, on va dire, avec des murs à planches horizontales et une couverture à planches aussi. Et là, Urnes, qui, comme je disais, est classé à l'UNESCO, et qui est un des plus anciens de ce type de monde, où on peut voir la finesse de sculpture ici, sur bois, avec le loup qui mange le serpent, qu'on peut voir ici, qui entoure la porte. Donc on est vraiment sur la jonction entre l'art chrétien et l'art païen, qui rend en gros l'UNES si intéressant. Ici à l'intérieur, il y a aussi quelque chose que j'ai vu qu'on peut voir dans les églises romanes, et c'est des chapiteaux à bas-relief. Quand j'ai vu ça, je m'étais dit qu'il y a forcément eu un échange entre le continent, l'art roman et la Norvège, pour retrouver des chapiteaux comme ça. Et donc on voit justement que cette église est très très sombre et a été renforcée par ces bastingues ici pour le tenir en place. Et pour l'anecdote, j'étais monté dans le clocher sur une toute petite échelle en bois, donc c'était assez intéressant comme expérience. Là, il y a Lomstavkirke qui est aussi assez intéressant, avec ces sculptures de têtes de dragon ici. Et on peut voir aussi l'effet du soleil sur les façades, où ici on a en gros l'ouest, puisque ces églises sont aussi orientées, où l'effet du soleil par rapport à la façade nord fait en gros disparaître le goudron qui noircissait la façade. Et aussi sur cette église, on a encore des sculptures entre lacs avec des motifs encore de chat ou de loup. On peut aussi regarder des détails comme les lisses basses et les arrondis qu'ils ont fait pour justement l'écoulement d'eau et la massivité de la structure. Donc c'était vraiment l'architecture en bois dans le pays nordique est très étudiée pour la gestion de l'eau. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder. Edsborgstavkirke de 1250, vous voyez ici, avec une façade entièrement couverte de bardeaux, donc en écaille, voilà. Là vous avez le chevet qui est à planche couvert. Là on peut voir justement l'effet croissant de tout le clocher et du volume construit, avec ces rives sculptées pour donner un peu d'ornementation. Là, c'est un détail des écailles de façade. On peut remarquer qu'ils sont chevillés au milieu pour le tenir sur la façade. Et là, vous avez Vårgåstavkirke avec un tour de clocher indépendant. Voilà, et là, vous avez l'entrée. Aussi, un détail pour la gestion de l'eau. Là, je montre les intérieurs parce que ça change quand même des autres églises qu'on a vues, les intérieurs. Et on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, où on commence à voir l'utilisation de cette couleur bleue qu'on voit beaucoup en Suède dans l'art allmoge. Et là, c'est pour montrer aussi qu'on avait des très, très bons forgerons dans le nord avec cette belle exemple de quincaillerie. Et là, pour finir avec les stavkirker, vous avez Underdalsstavkirke qui, contrairement aux autres, est peint en blanc. Et qu'à première vue, quand je l'ai vu, je savais même pas que c'était une église en bois debout. Avant de rentrer à l'intérieur, on se rend compte vraiment de l'âge de l'édifice, mais qui pourtant a été reconstruit. C'est souvent le cas de ces édifices qui ont été restaurés plusieurs fois, et dans certains cas reconstruits à l'identique, qui est presque une évidence avec ces édifices en bois dans des climats humides comme la Norvège. Donc là, quelques dessins d'églises, Urnes, ici, Edsborg, et Sogndal.
Et là, on vient d'ouvrir Kyrke, que je trouve particulièrement intéressant, parce que là, on sort un peu du langage de bois en façade visible à une façade en plaques d'ardoise gigantesques. Donc, toute cette église, elle est couverte d'ardoise. J'ai jamais vu ça dans ma vie ailleurs. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Donc là, si on analyse une des entrées, on a ici des marches en grande ardoise. On a ces plaques de façade qui sont en gros tenues par des crochets métalliques sur la façade. On a cette petite couverture au-dessus de l'entrée qui est en ardoise. Et là, on a des ardoises losangées sur la couverture principale. Et pour l'anecdote, j'ai vu que cette église était représentée dans l'atlas pittoresque qui était édité en France et qui montre l'église avant que la façade était couverte d'ardoise. Et là, on voit qu'on est sur une structure à bois empilé. Donc, c'est plus la même structure que les autres églises en bois debout. Il y a aussi des édifices religieux assez surprenants en Norvège, comme cette petite chapelle d'Unstad, qui n'a pas de fenêtre et on dirait presque un bâtiment de stockage. Mais on a cette croix-là qui donne un peu de dignité, on va dire. Et, après, on a l'église de Vega, qui est beaucoup plus traditionnelle, commun de ce qu'on va voir des églises du 19e siècle. On a cet petit édifice avec peut-être la croix la plus surprenante que j'ai jamais vue, qui est un peu presque en porte-à-faux ici, mais tenue à la façade à côté d'un banc. Il n'y a pas que des architectures en bois en Norvège, mais il y a également la cathédrale de Nidaros, qui est la seule grande cathédrale gothique de la Norvège et qui montre quand même le lien au continent, ou l'influence justement de l'architecture gothique, notamment française. Il y a également des églises plus modernes, comme cette église à Vadsø, donc vraiment dans le nord du pays, donc fait de béton coulé in situ, donc qui était fait par un grand architecte norvégien. Avec cette église, on vient dans le nord au deuxième projet de Sumtor, qui était la fin de ce voyage, où je suis resté un peu plus longtemps et j'ai pu faire des relevés. Et cette église, ce bâtiment, il était inspiré par des structures vernaculaires des pêcheurs qui étaient utilisées à Vardø pour sécher les poissons. Donc on peut clairement voir le lien entre la structure très fine avec ce bâtiment qui est tendu entre cette structure-là, où il y a en gros le mémorial à l'intérieur. Parce que ce musée, on va dire, ce mémorial, était fait pour commémorer les victimes de la chasse aux sorcières qui était au XVIe, XVIIe siècle dans le nord de la Norvège. Et pourquoi il y a eu cette mémorial? C'est parce que à l'époque, il y avait un théologien dans le Vatican qui avait dit que l'entrée de l'enfer, c'était dans le nord de la Norvège. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de persécutions de personnes innocentes. Et donc, chaque fenêtre ici, que vous voyez, ça représente une des victimes de cette chasse aux sorcières. Et chaque victime a sa lumière. Donc, le soir, on voit depuis l'extérieur la lumière briller, avec aussi des informations sur les victimes. Ce projet de Sumtor était aussi fait avec Louise Bourgeois, qui avait fait ici un pavillon vitré en verre de miroir avec une flamme qui s'éteignait jamais à l'intérieur. Et donc là, j'ai fait des relevés de bâtiments de Sumtor, où on voit en gros des relevés en coupe avec des petits détails d'assemblage, comment le bâtiment est ancré au sol, le ponton à l'intérieur, le ponton qui donne l'accès au bâtiment. Et ça, j'ai traduit dans des relevés mis au propre de tout l'édifice. Donc on se rend vraiment compte de la longueur du bâtiment, qui est assez phénoménale. Et cela marque la fin de ce voyage, qui m'a servi en gros
comme expérience d'expérimentation de méthodologie pour documenter un patrimoine, un bâti ancien que j'ai utilisé par la suite dans mon projet de diplôme. Et donc, mon projet de diplôme à Copenhague s'appelait Filipstadsbergslag. Et c'était sur, en gros, une région minière dans la commune de Filipstad, qui est dans la région historique de Bergslagen. Donc là, vous avez la Suède, vous avez Värmland, Filipstad. Et ici, vous avez des triangles qui représentent ce patrimoine industriel, avec pour chaque triangle un site que j'ai visité et en vert un site de projet. Donc, une petite information sur Bergslagen, c'était vraiment vers le XVIIe siècle le moteur économique de la Suède, avec les mines de la région qui produisaient à peu près 60% de la production mondiale de cuivre, qui a fait que l'aile nord de la couverture de Versailles était couverte de cuivre suédois. Donc ils ont fait venir des couvreurs suédois pour justement installer ces couvertures-là. Et ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que quand les couvreurs suédois sont repartis en Suède, les artisans français n'avaient pas l'habitude de travailler le cuivre et ne savaient pas entretenir la couverture durablement. Donc, ça par la suite été remplacé par du plomb. Et là, vous avez une carte de la Scandinavie de 1555 qui s'appelle la Carta Marina de Olaus Magnus, où on peut voir la région de Värmlandia avec le Montes Ferry, qui est la montagne de fer. Donc, ça annonce un peu l'importance du puissement dans la région. Et si vous avez une carte de Filipstad du XVIIIe siècle, où on peut voir, voilà, c'est en suédois, mais c'est pour dire que chaque nom fait allusion aux mines. Là, vous avez une coupe de Stålgruvan, donc c'est une des mines à Filipstad, qui montre un peu l'échelle de ces mines. Où vous avez ici, peut-être on va regarder, là, vous avez une maison d'un étage, donc vous imaginez qu'on a des centaines de mètres de profondeur. Et ces paysages souterrains attiraient des artistes à la recherche du sublime, comme ces deux graveurs-là, Louis Bélanger et J.A. Cordier, qui étaient deux artistes français qui s'étaient installés en Suède. Et là, on a peut-être l'exemple le plus connu de ces paysages aujourd'hui, qui est Tilastål, qui en gros montre l'effet de l'activité minière sur le paysage de Filipstad. Donc, comme en Norvège, j'ai fait une bibliothèque où j'ai catalogué ce patrimoine industriel qui date de la fin du Moyen-Âge. Ici, ils sont classifiés par état de conservation, avec les sites les plus dégradés en haut et les sites les plus intacts en bas. J'ai aussi classifié cet album photo selon le type de bâtiment. Donc ici, on est sur des hauts fourneaux, ou comme on dit en suédois, des hytter, donc où on faisait fondre le minerai pour en tirer le métal. Ici, on est sur deux exemples de moulins, un en mauvais état, un restauré, deux exemples d'entrepôts et des exemples d'entrées de mines avec chevalement, qui sont plutôt en bon état. Donc, quelques vues plus proches de quelques hyttor, donc Bålhyttan de 1560, Skarphyttan, Svartåhyttan, qui commence à être repris par la nature. Des édifices qui ont été restaurés, comme Ståphyttan, Näsemshyttan et Saxohyttan. Et on voit vraiment la massivité de ces hauts fourneaux avec des blocs gigantesques en granit, tenus par des tirants métalliques, souvent en forme de ruban. Et on peut aussi remarquer que ces hauts fourneaux étaient toujours à côté de l'eau, parce qu'on avait besoin de l'eau pour utiliser la puissance comme dans des moulins.
Donc là, on a un exemple de Stop Huitan sous la neige. Donc je trouve vraiment que ce qui m'a attiré avec ce patrimoine, c'est un peu leur monumentalité dans cette nature. C'est comme des grands monolithes qui étaient une fois dans un contexte plus large, mais où aujourd'hui il ne reste que le cœur maçonné qui a résisté au temps. Ici, des entrées de mines, souvent avec des formes assez surprenantes, comme Longborn, qui est peut-être le plus connu de la région de Värmland, qui est aussi classé en Suède. Il y a Gubbåtslaven, qui a cette petite structure en pyramide, et Nygruveloven, qui a des propriétés un peu anthropomorphes, avec la tête, les épaules et le ventre. Et sinon, il y a des exemples plus récents avec un chevalement électrique ici. Et là, 3 exemples de bâtiments d'entrepôt et de vue plus proche des moulins. Donc, il faut imaginer que cet édifice-là était comme ça avant. Et donc, ces moulins-là étaient souvent utilisés pour vider les mines de l'eau. Et souvent, on pouvait transférer la puissance générée par l'eau ici à des kilomètres de distance par des espèces de structures en bois qui tournaient comme ça et faisaient transférer le pouvoir. Et donc, comme en Norvège, j'ai fait beaucoup de dessins pour m'apprendre des lieux, pour m'imprégner vraiment des ambiances. Donc voilà, là vous avez 2 esquisses de 2 endroits plutôt en mauvais état où il ne reste pas grand-chose. Ici à Forshyttan, ou à Paradishyttan où il y a quand même des restes de bâtiments, mais le principal est disparu. Ou ici Støphyttan, Näshamnshyttan, Saxohyttan à côté de sa rivière, un peu en meilleur état de conservation. Ou ici Svartohyttan où le délabrement par la forêt, je voulais le capturer dans cette esquisse. Donc pour revenir au projet, aux propositions que j'ai faites, donc c'était comme en Norvège de proposer une petite tour de la commune où on pouvait visiter certains de ces édifices et de leur donner un nouvel usage, une nouvelle vie. Parce qu'il faut comprendre que dans Bergslagen, il y a eu une grande crise dans les années 70 qui faisait que, en gros, toute l'industrie minière était plus ou moins finie, qui a entraîné l'abandon de la plupart des sites. Donc j'ai étudié 3 bâtiments pour couvrir 3 typologies différentes. Donc Kufstadskraktet Julegrav, donc un moulin de 1820, que vous pouvez voir ici sur le plan là. Et là, avec des relevés de l'état existant. Et là, avec quelques photos du site. Donc, on voit vraiment que c'est un site délabré, avec des arbres qui tombent dessus. Tout partie bois est disparu. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette région de Bergslagen, c'est qu'on a ce qu'on appelle en suédois le slagsten, qui est c'est un dérivé de la production de minéral, de fer. Et qui en gros se charge en oxyde au chauffement dans le fourneau et qui donne cet aspect presque vert. Et selon l'oxyde trouvé dans le minéral, on va avoir une couleur différente. Je sais qu'il y a une île au Japon où il y a des pierres semblables mais qui sont plutôt brun-orange, où ils sont fait justement musée là-dessus. Et donc, j'ai fait quelques esquisses d'exploration pour, en gros, trouver le projet d'intervention que vous trouvez là avec le projet fini. Donc, l'idée, c'était de faire un abri pour les gens qui voyagent dans la nature pour explorer la région, avec un tout petit pièce isolée où on peut dormir à chaud. Et là, une étude de façade qui montre, en gros, la surélévation posée sur un anneau de béton sur cette soubassement-là avec cette pierre aux qualités de verre.
Et là, une maquette pour étudier la structure. Et le deuxième bâtiment, c'est Nygøvloven, donc un chevalement, qui est des années 50, et qui, en gros, est situé dans le même secteur, mais ici. Et là, vous voyez les relevés. Et donc là, vous avez le bâtiment dans son paysage. Et pour l'anecdote, mon guide local, il m'avait dit que les adolescents, l'hiver, ils s'ennuyaient un peu, donc ils s'amusaient à grimper là-haut et descendre en ski, qui n'est pas recommandé parce qu'on était à 21 mètres de haut. Et là, vous voyez l'intérieur avec donc l'entrée de mine qui est complètement inondée puisque la mine est abandonnée, où on voit des traces des plongeurs qui sont allés récemment explorer le bas. En montant, on voit clairement la structure simple avec la façade juste en planche. On arrive dans ce que j'appelle le transept, où on voyait l'entonnoir où ils mettaient le minerai, et avec la vue de la vallée. Donc, pareil pour ce projet, je fais des esquisses d'exploration. Et après, j'ai fait des relevés que j'ai pu réaliser avec l'aide d'un drone, parce que là, on est à 21 mètres. Donc, j'utilisais un drone et la photogrammétrie pour pouvoir aller plus vite et faire des relevés précis, qui après m'ont servi comme base pour faire cette maquette à l'échelle 20e, donc qui fait à peu près 1,30 m de haut. Et donc, après... attends... Non, ok. Il y a il y a Gammelkroppa Masugn, qui en gros est le fourneau de Gammelkroppa, qui a une grande quantité de cette pierre verte ici, ou pierre turquoise plutôt, qui date du XVIe siècle, et qui est situé dans un autre site très forestier. Donc vous voyez ici, tout ça c'est la forêt. Et là il y a un petit lac. Donc c'est vraiment dans un contexte forestier total. Et là on peut se rendre compte un peu de l'échelle de ces hauts fourneaux. Ici en gros on a la bouche de tuyère où on faisait chauffer depuis le bas le minerai, qui après coulait, parce qu'en gros il y avait 4 côtés, et ça coulait sur un côté les restes, et l'autre côté on extractait le fer. Et ici on voit en gros la hauteur d'un homme, donc à peu près 1,70 m, qui montre vraiment l'échelle de ces gros blocs de granit. Donc l'état existant ici dans son paysage, avec le projet proposé. Donc l'idée c'était de créer aussi un abri ici, à 2 étages, avec un escalier en colimaçon en fer qui prenait le chemin inverse du fer, et après avec un espace isolé au-dessus. Donc l'idée c'était de créer un abri où on pouvait observer la nature. Une étude de façade ici aussi, donc avec du bois brut, avec des couvertures en sangle, et des fenêtres cadre bois simple. Et encore une maquette de structure. Donc à la fin de ce projet de diplôme, j'avais développé vraiment ma façon à travailler. Et après 1 an resté à travailler en Suisse, après mon diplôme, je me suis lancé à mon compte. Donc je vais parler dans la seconde partie de ma pratique d'architecture après mes études. Donc c'est des projets depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et donc le premier projet, c'est le seul projet que j'ai fait en Suède, mais qui a malheureusement pas été réalisé. Mais c'est une maison de vacances dans un milieu forestier dans le sud de la Suède, que vous pouvez voir ici avec le dessin que j'ai fait pour le permis de construire. Donc là on peut voir que c'est la continuité de démarche de travailler à la main avec le dessin, après avec cette fois-ci un peu avec l'ajout des couleurs. Mais on voit aussi l'influence des maisons vernaculaires que j'ai vues en Norvège qui ici sont traitées dans une façon plus contemporaine. Donc c'est une maison très petite, 60 mètres carrés au sol, avec l'entrée ici, une petite salle de bain, avec la cuisine ici, un poêle à bois central partagé avec le salon, un grand vitre qui faisait 3,60 m de large, parce que c'était la seule façon que le client puisse voir le lac qui était en gros là. Pas la seule façon, mais c'est la façon qu'on a choisi, évidemment. Avec un tout petit coin pour dormir ici.
Donc c'était vraiment des contraintes d'espace assez larges sur ce site. Là, vous avez une coupe. Donc on voit à l'intérieur ici, basé sur un module de contreplaqué de 120 x 240 et avec les caissons de cuisine intégrés dans le mur. En 3D, ça donnait ça. Voilà. Et en maquette, ça donnait ça. Donc, c'est le seul projet, en gros, d'architecture neuve que j'ai fait jusqu'à ce jour. Sinon, j'ai travaillé dans le bâti ancien, notamment en France, dans l'Orne. Et donc, je vais parler par la suite de la première maison que j'ai faite dans l'Orne. Et ici, c'est une maison pas loin de chez moi, qui est située dans une clairière de forêt, et qui est une maison des années 30-40 à peu près, on n'a pas la date exacte, mais qui est en faux colombage, c'est pour ça que ça peut paraître un peu charmant au début, je pensais, mais à l'intérieur, il y a des vrais problèmes avec cette maison, c'est très sombre, peu agréable. Donc là, vous avez la façade nord, donc principale, et la façade sud, donc qui est vraiment mais c'est un peu la façade cachée qui met pas en valeur la maison. Donc pour commencer, j'ai fait des relevés à la main, et après j'ai mis au propre. Je fais des relevés à la main encore pour cette façade-là. Et donc quand on fait ça, c'est très important quand les relevés sont aussi denses que ça, de le retranscrire directement, parce que sinon on se retrouve plus si on attend quelques jours. Donc la façade sud mise au propre. Là, avant même le chantier en soi, ils ont commencé à démolir à l'intérieur pour voir à peu près la composition des murs. Là, c'est le projet, avec ici, si je veux marquer la maison existante, qui était en gros cette partie-là, avec des annexes qui ont été démolies, là et là. Après, reconstruit et agrandi, donc il y avait un agrandissement ici, un agrandissement là, et cette volume-là a été repris par la suite. La coupe, avec en pointillé, la silhouette de la maison existante. Donc vous vous rendez compte un peu juste de l'agrandissement qu'on a fait. Ici, on a fait en gros un grand espace vitré vers la nature. Donc le dessin pour le permis de construire, ici, avec en gros un bardage bois en façade. Et là, vous voyez pendant la démolition, c'était assez brutal parce que, en gros, à la fin de la démolition, il restait que ces 3 murs-là et ce plancher. Le reste était repris, la couverture pour une question de reprise de pente, etc. Et donc là, c'est vers la fin du chantier, avec la nouvelle façade, donc isolée par extérieur, avec un bardage Douglas traité avec la sulfate de fer, qui est un traitement traditionnel suédois, qui grisse le bois instantanément et qui est très peu cher en gros, et qui est juste un traitement qu'on met une fois et qui est très très utilisé dans les pays nordiques, mais également au Canada, j'ai appris. Donc pareil, là, on voit l'influence des maisons en bois du nord, avec des couvertures métalliques. Ici, en bac acier, malgré ça, je trouve que ça marche plutôt bien ensemble, avec ces grandes ouvertures vers la nature. Donc on est allé d'une maison très fermée vers quelque chose de très ouvert. Donc quand on entre, on a cette petite enfilade vers la chambre d'amis, avec ces murs en gros enduits à la chaux. On a la cuisine ici, avec une vue traversante vers la salle à manger, la nature. Là, on a le salon, avec une grande vue sur la nature, avec un petit banc en béton, où on peut lire à côté de la bibliothèque. Et là, il y a peut-être un des endroits les plus intéressants de la maison, c'est l'escalier en béton, qui n'a pas de garde-corps, donc ça, niveau de sécurité, c'est pas très bien, mais c'était quelque chose auquel le client tenait. C'est un escalier de grand, on va dire. Et là, donc pour parler d'un autre projet dans l'Orne, c'est plus un projet de réhabilitation, on va dire, écologique, avec la maison avant le chantier.
donc qui est une maison qui était construite en plusieurs phases et qui en gros il y avait quand même pas mal de travaux qui ont été faits auparavant qui n'étaient pas respectueux du bâti ancien. Donc on avait des enduits ciment en bas des façades, ou même quasiment toute la façade, des problèmes de fuite de cheminée. Donc on a repris les solins, on a repris les joints de la cheminée parce que ça a été rejointré à la mousse expansive, qui évidemment n'est pas recommandée. Donc là, pendant le chantier, on a démoli la dalle béton existant parce qu'on avait une forte hygrométrie à l'intérieur avec des remontées capillaires partout. Donc on a piqueté tous les joints intérieurs qui étaient cimentés. On a refait l'électricité qui était juste à côté de l'eau. On a rouvert un passage ici et on a ouvert une baie ici pour laisser rentrer plus de lumière pour améliorer l'assèchement de la pièce. Et après, on a aussi fait un hérisson ventilé couvert d'une dalle de chaud-chanvre même. Et après, qui était couvert avec des tomates reconditionnées. Donc là, c'est des détails de démolition du mur. Donc on voit qu'on est sur un mur maçonné à la terre. Le maçon en train de faire le mélange pour les enduits chauds. Et là, c'est la cuisine finie. Donc, avec les tomates reconditionnées, la cuisine fait sur mesure en bois, 3 plis, avec des meubles de cuisine d'IKEA. Pourquoi pas? Et donc, avec ces murs en chaud-chanvre enduits à la chaux, et avec des petits prises interrupteurs de Fontini. Et après, les clients ils avaient trouvé ces lampes sympas d'un fabricant parisien qui faisait des lampes sur mesure. Et donc, pour le prochain projet, je parlais d'un projet qui est très intéressant côté artisanal parce que ça a été fait par un charpentier accompagné de quelques amis, mais qui était formé à Guédelon et qui travaillait à la hache. Donc, il travaillait le bois vert, qui fait que on trouve ces formes-là. Donc tout ce que vous voyez là, c'est neuf, en gros. Donc là, c'est la maison existante avant le projet, qui était un ancien pressoir à pommes, mais qui était aussi très malmené par des anciens restaurateurs, bon, on va dire, pas restauration parce que c'est mauvais mot, mais des anciens travaux. Donc tout ça que vous voyez là, ces enduits ciment, soubassement, toute la maison enduite en ciment, avec un faux colombage peint sur la façade. Parce qu'il faut différencier le colombage typique de l'Orne que celle du Pays d'Auge. C'est que celle du Pays d'Auge, tous les colombes, ils sont visibles. Dans l'Orne, on voit que la structure porteuse. Le reste, c'est caché dans l'enduit. Donc là, vous voyez une photo de l'intérieur avant le chantier. On essayait de voir en gros l'état des murs. Et donc, si à l'extérieur, on avait un enduit ciment, à l'intérieur, on avait un isolant polystyrène. Donc, le pan bois, il n'avait aucune chance. Donc, après un diagnostic, on a tiré la conclusion qu'on était obligé de tout refaire. Et donc, là, vous savez le plan de projet neuf, avec une petite entrée avec du stockage, une salle de bain, des WC, et une petite cuisine ouverte sur un salon. Un escalier qui menait à l'étage. Donc on a vraiment essayé de respecter la maison existante le plus possible. Et donc là, c'est des plans, en gros, des façades que j'ai fait pour le permis de construire. Avec juste cette façade sud qu'on a couverte d'un bardage bois pour mieux le protéger contre le soleil. Et donc, pour l'isolation de cette maison-là, on a tout fait en chaud-chanvre. Chaud-chanvre entre le colombage et après aussi en double épaisseur derrière. Pour l'anecdote, là justement on en parlait des colombages ornés. Là les clients ils ont voulu plus se rapprocher au style du Pays d'Auge, donc on a fait quand même un écart sur l'enduit extérieur. Donc là c'est pendant la montage. Donc avec le charpentier Gustave Remond, Franche Charpente, qui sont des très très bons charpentiers que je recommande vivants.
vivement, pardon. Et là, vous voyez qu'on a des dés en pierre de granit. Donc là, c'est donc pendant la pose de la structure sur ces pierres. Et ça, c'était repris après parce que c'était un peu décalé. Mais sinon, ouais, ça montre le principe. Et là, quand tout a été nettoyé, vous voyez l'état de la structure. Avec ici une vue de la route. Et donc c'est un chantier en cours, donc j'ai pas plus de photos que ça pour l'instant. Mais je trouve juste que de travailler le pan bois à la traditionnelle, à la hache, c'est quelque chose que je veux montrer que c'est possible à faire aujourd'hui. Ça coûte pas forcément plus cher que de le faire à la scie. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus satisfaisant. Et donc, pour le dernier projet, je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui est le chalet suédois, qui était le pavillon de Suède à l'exposition universelle de 1889 à Paris et qui se trouve dans la même petite ville que moi, à Bagnoles-de-l'Orne. Et donc, moi, je suis tombé sur ce projet-là vraiment par hasard parce que la maison a été vendue pour la première fois depuis son installation à Bagnoles-de-l'Orne, donc la première fois depuis 130 ans. Et par hasard, j'étais l'architecte le plus proche. Et par hasard, j'étais suédois. Donc parfois, il y a des coïncidences dans la vie qui sont quand même assez incroyables. Donc pour parler du chalet, c'était la collaboration entre l'architecte Hugo Rahm, que vous avez ici, et le menuiserie Ligna, Nya Snickeri, qui était basé à Stockholm. Et pourquoi la Suède a envoyé un projet, on va dire, aussi petit? C'était juste une maison de prototype qui était en kit, on va dire un précurseur d'IKEA, à l'exposition universelle. Oui, c'est parce que l'exposition universelle à Paris, c'était la centenaire de la Révolution française. Et la Suède, étant une monarchie, ne voulait pas ouvertement participer à quelque chose qui valorisait ou soutenait la Révolution. Donc, ils ne sont pas envoyés un grand pavillon comme d'autres pays. Par contre, ils ont laissé cette entreprise participer parce qu'ils voulaient quand même avoir une présence. Donc, le chalet était dessiné et fabriqué en Suède, et après, démonté et transporté en bateau jusqu'au Havre, et après, par le chemin de fer jusqu'à Paris, donc, où il était sur le champ de Mars pendant l'exposition universelle. Et après l'exposition, il a été vendu au Georges Hartog, qui était le gérant des thermes de Bagnoles-de-l'Orne à l'époque, où il a été monté dans la carte Belle Époque, où on le trouve aujourd'hui. Donc là, vous avez une publicité pour les chemins de fer pour l'exposition. Là, vous avez une photo aérienne du champ de Mars avec la tour Eiffel. Et ici, on ne le voit pas très bien, mais le chalet, il est là. Et on va le voir plus précisément bientôt. Là, vous avez un plan de l'exposition universelle avec la tour Eiffel qui est... Attends, je vais vous montrer plus. La tour Eiffel que vous voyez là. Là, c'est un zoom avec le chalet suédois ici. Donc, vraiment au pied d'un des piles, avec son petit lac artificiel, bien sûr. Donc, il y avait ce journal suédois qui s'appelle Ny Illustria Tidning, en gros, qui veut dire le nouvel journal illustré, qui montre le chalet au pied de la tour Eiffel, et aussi qui montre les intérieurs. Par contre, qu'on va voir sur les photos d'archives, ça c'est une fausse vue. Le chalet n'était pas ici, il était de l'autre côté des piles. Ce qui veut dire que l'illustrateur, il ne s'est jamais déplacé, il a fait le dessin depuis la Suède, qui était assez typique à l'époque. Donc là, vous avez encore la tour Eiffel ici, avec le chalet suédois là. Une autre photo d'archive du chalet, avec son petit lac. Et derrière, on peut voir le pignon du chalet norvégien. Et souvent, ces deux pavillons étaient ensemble. Et même, il y a un chalet suédois et norvégien, il me semble, à Courbevoie, à Paris, qui est aussi un musée. Et là, vous pouvez voir encore une photo, avec marqué sur la couverture, chalet suédois, si on avait des doutes.
Et donc là, je montre une photo de Pignon Sud avec justement, je veux que vous portez attention à ces détails de lambrequin de rive avec ces petits motifs en étoile, avec cette couverture avec des rayures faisant penser à des joints de boue et ces dragons assez élégants. Et aussi cet soubassement qui est très très bas. Et là, encore une photo du chalet suédois avec deux messieurs qui discutent devant la terrasse. Et une vue plus proche des rives. Donc là, vous avez aussi une photo un dessin de publicité fait par Ligna après l'exposition qui montre une idée de ce qu'aurait pu être l'état des couleurs d'origine du chalet. Donc là, on voit justement le jaune des parties en gros non structurelles, le rouge des parties porteuses et ornementales, et le gris de la couverture faisant évoquer le sang qui est utilisé au 19e siècle en Suède. Pardon, ça, je suis allé plus vite. Et là, c'est une autre coïncidence. Dans ma région natale, il y a cette maison-là qui passait au même temps à la télévision suédoise dans une émission qui s'appelle Des Cités de Väggarna, qui veut dire en gros c'est dans le mur, et qui parle de maisons un peu spectaculaires. Donc cette maison, c'est la transformation d'une maison existante faite par une visiteur de l'exposition universelle et son architecte pour ressembler au chalet suédois. Donc j'avais juste eu la mission avant de rentrer en Suède, et donc je suis allé voir ces propriétaires-là, on a discuté un peu des deux maisons. Et là, c'est une autre maison en Suède qui était dans l'exposition de Gävle quelques années plus tard, fait par le même architecte, mais qui a des prétentions d'être le vrai chalet suédois, qui est évidemment pas vrai. Parce que là, on a le vrai à Bagnères de l'Orne aujourd'hui, où on voit cette couleur brune et verte qui ne correspondent pas aux gravures qu'on a vues. Et on voit aussi un grand soubassement qui maintenant contient un sous-sol avec ces rives qui manquent les lambrequins et cette couverture qui a été remplacée avec une couverture en ardoise. Également, cette balustrade qui cache la couverture qui est au-dessus de l'entrée traditionnelle, on va dire, d'origine. Là, on a aussi le chalet sous la neige. Et ici, vous voyez des plans de relevé que j'ai fait du rez-de-chaussée. Et donc, en commençant à travailler avec ce bâtiment, on a fait l'état sanitaire, où on a relevé certains désordres. Donc, notamment, ici, il y a eu cette poutre en béton armé qui était installée, qui soutient en gros une partie d'une extension de cuisine qui a été faite à l'époque, mais qui a provoqué une fissuration de partie haute du mur, un affaissement du bâtiment. On a aussi dans le sous-sol des murs qui étaient entièrement enduits en ciment, parfois plus de 5 cm d'épais, qui causaient des problèmes de remontée capillaire, de non-perspirance du mur, qu'on voit ici avec du salpêtre et du cloquement de l'enduit. On a aussi eu des réseaux fuyards qu'on peut voir ici, qui peut aussi causer des problèmes d'hygrométrie à l'intérieur et à terme problèmes de fondation. Donc on a tout piqueté, intérieur et extérieur, pour voir ici. On a rejointoyé l'extérieur avec des joints plutôt couleur jaune qui est assez fréquente à Bagnole. Mais ce qui est quand même spécial avec le chalet, c'est les peintures à l'intérieur. Donc le chalet suédois étant fait pour l'exposition universelle, pour représenter la Suède, a une grande quantité de peintures montées sur le mur, donc toile main reflet, fait par Wilhelm Holmgren, qui représente des châteaux et des paysages suédois. Donc ici, vous voyez le château royal de Stockholm. Ici, vous voyez un plafond à caisson avec cette frise de style naïve qui représente des traditions et des
des faits plus ou moins historiques de la Suède. On a repris toute l'électricité de l'intérieur. Donc déjà, pour trouver un électricien qui était prêt à toucher à ça, c'était compliqué. Parce qu'on est sur des murs qui font 6 cm d'épais. Donc même le mur de façade, c'est ça. Donc en gros constitué de 2 planches de 3 avec un bout de carton entre. Donc on a finalement fini par trouver un électricien qui n'avait pas peur de toucher au bâtiment. Et on a voulu rester dans l'esprit, on va dire, plus traditionnel des interrupteurs. Donc là, on est encore sur du Fontini avec la domotique. Donc on était obligé de refaire un socle sur mesure pour pouvoir encastrer le mécanisme. Ce qui nous a permis de passer moins de fils électriques qui sont, pour être aux normes, assez épais et très charmantes, on va dire. Par contre, pour les lumières, on a passé des fils tressés. Donc, ça fonctionnait plutôt bien. On a également restauré la verrière de cage de l'escalier, qu'on voit ici à l'état avant travaux, qui commençait à s'affaisser assez gravement avec une des vitres qui était cassée. Et on voit ici qu'il y a 2 structures qui dénaturent le motif de la verrière, avec cette croix ici en métal, et cette sous-structure en bois qui a été mise après, qui vraiment cache la lecture de la verrière. Donc ça, c'est depuis les combles, vous voyez. Donc cette croix métallique qui s'affaisse et qui est tenue par un fil de fer ici, accroché au plafond, et cette structure en bois ici, en diamant. Et là, vous pouvez aussi voir un morceau de verre qui est décollé. Donc on a restauré la verrière, on a enlevé cette structure-là, et on a recréé une structure en cornière aluminium, très vieillie pour avoir quelque chose qui s'intègre mieux dans l'ensemble. Donc c'était fait par un artisan qui s'appelle Thomas Forel, qui est un excellent forgeron dans l'Orne. Et donc on a repris vraiment le motif des moulures pour dénaturer le moins possible la vision de la verrière. Et la restauration des vitraux a été faite par France Vitrail, qui travaille beaucoup dans les églises. Donc là, vous avez un détail plus près, avec les vitres nettoyées. Un détail sur les cornières, ici, avec le verre posé dessus, sur un petit bout de feutre, pour ne pas dénaturer ou abîmer le verre. Et là, c'est la vue donc d'en dessous, où vous voyez qu'on a cette lecture maintenant de la verrière non obstruée par des ombres. Et donc, il y avait aussi les peintures de la cage d'escalier qui ont été restaurées, ici avec Drottningholm et d'autres châteaux royaux. Donc là, pendant le démontage par l'entreprise gérée par Marianne Chopin, donc tout ça a été restauré en atelier et retendu sur place, qui donnait ça, du coup. Donc là, vous voyez Drottningholm, Ulriksdal, Gripsholm, vraiment des châteaux canoniques de la Suède. Et j'ai aussi fait un petit bureau pour le chalet, qui était inspiré juste par l'architecture bois avec l'épaisseur du mur qui était repris par ces dalles de 6 cm. Et pour les travaux d'extérieur qui sont à venir, parce qu'on a aussi, après les travaux d'intérieur, on a l'ambition de restituer les extérieurs du chalet, de revenir à une couverture en sangle à joint debout, mais également à retrouver l'ornementation des rives avec les ornements disparus et la mise en couleur d'origine du chalet. Donc j'ai fait une photogrammétrie pour m'aider à faire des relevés. On a fait un recensement d'ornements avec l'aide d'un Manitou pour aller toucher vraiment le bois pour voir l'état de dégradation. Donc là, on a un médaillon qui s'est décollé carrément. Donc on l'a retiré pour la conserver.
On a fait en gros des recherches stratigraphiques pour voir c'était quoi les différentes couches de peinture. Et en effet, comme avec la gravure aquarellée de Ligna, on a trouvé que la première couche était rouge, qu'on peut voir ici et là. Et aussi, on voyait qu'à certains endroits, le bois était fortement affecté par l'humidité. Comme ici, on a la ferme du Pignon Nord qui était devenue quasiment du grain à café au toucher. Donc c'est quelque chose qu'on devait remplacer entièrement. Et on voit aussi l'effet de l'humidité dans la forêt normande sur les ornements. Donc l'idée, c'est de tout décaper la peinture pour après... je vais revenir à ça, mais donc là, c'est le recensement qu'on a fait. Et là, c'est un relevé de la façade ouest à l'état existant, et avec l'état projeté, avec une couverture à joint debout, façon, on va dire, la pose qui se faisait autour de 1900, donc avec des panneaux de proportion 1/2, de 60 fois 1,20 m, qui faisait qu'il y avait des plis ici et des plis là. Donc on a fait pas mal de recherches pour voir si c'était possible. A priori, c'est possible. On veut restituer le lambrequin ici et également revenir aux peintures d'origine qu'on peut voir là. Donc on a cette peinture actuelle qui est en réalité composée de plusieurs couches différentes. Donc on est sur des peintures acryliques et de la peinture microporose parfois, mais qui fait que le bois derrière n'est pas vraiment protégé, n'est pas imprégné. Et cette peinture, quand elle se dégrade, a tendance à laisser passer l'eau auprès de la façade qui, par exemple ici sur la liste basse, avait complètement dégradé le bois. Donc tout ça, c'était remplacé. Il y avait même un nid de fourmis là-dedans. Donc on veut passer sur la peinture à l'huile de lin, qui était la peinture qui se faisait à l'époque, et dont la Suède est un grand pays précurseur. On a justement, il y avait Fredrik Didier à Chaillot qui nous a parlé de ça, de comment les châteaux de Versailles ont été faits par une entreprise suédoise qui maîtrisait la technique. Donc on a contacté pas mal d'entreprises en Suède pour voir qui était la meilleure, et on a fini par s'arrêter sur une entreprise à Göteborg qui nous a envoyé des échantillons qu'on a par la suite testés. Là, vous voyez, des essais de différents tonnes de jaune et de rouge pour la nouvelle mise en couleur de la façade du chalet suédois. Et pour la couverture, là, vous avez une référence de la Suède avec le type de couverture qu'on veut faire, justement à joint debout, en sangle, fait par un très bon couvreur qui s'appelle Uwe Zetterström. Et avec cela, je veux terminer ma présentation avec un dessin du chalet suédois qui représente pour moi la synthèse de mon voyage de l'étudiant dans le pays scandinave au praticien architecte ici en France. Et donc, j'espère que vous avez trouvé ce voyage intéressant, et que s'il y avait quelque chose que je voudrais que vous reteniez, c'est d'observer le monde, l'architecture et le patrimoine. Parce que comme dans le mot de Sumter, on regarde en premier et on ressent en premier. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas combien de temps que ça dure. Merci Karl pour votre présentation très riche, et puis pour ces mots qu'on retient, cet engagement. Vous avez appelé votre conférence phénoménologie. Je crois qu'il y a une dimension très sensible de vous, le cheminement à travers la Norvège, la Suède, la prise en compte du territoire, les mines, mais aussi les matériaux vernaculaires, les savoir-faire. On a, je pense, tous été très sensibles à ça.
Mais vous ouvrez aussi les perspectives sur la question des transferts culturels. Vous avez évoqué cette cathédrale avec des motifs qui peuvent venir de Cluny 3. Vous évoquez aussi des maîtres d'œuvre qui ne sont pas forcément les artisans qui exécutent directement. Des modèles, même avec ce chalet qui vient de Suède et dont on imagine une production sérielle avec un fabricant, enfin, ou du moins une intention de production sérielle. Donc la question de transfert des modèles qui était passionnante. Et puis sur cette question du patrimoine, on a envie évidemment de vous interroger. Ce sera ma seule question. Et puis vous venez de l'école de Chaillot, qui pour beaucoup d'architectes ou de jeunes élèves en ENSA est aussi qui a une dimension spécifique. Mais finalement, à vous écouter et à voir ce que vous présentez avec l'importance de l'entretien, de questions sur la durabilité, où vous nous dites que ces églises du XIIe, du XIIIe siècle, en fait, elles ont soit été refaites, soit brûlées, et même sur des éléments de structure. On voit la question du soin avec parfois des queues d'aronde, de réparations successives. Finalement, je finissais par me demander si le patrimoine n'était pas dans le maintien des savoir-faire, que ce soit en Suède et en Norvège, ou là, dans l'Orne, où vous êtes attaché à faire bosser des artisans, locaux quand c'est possible, un peu plus lointains quand c'est nécessaire, que dans la conservation de la matérialité même des objets. Merci beaucoup Sébastien pour cette question très pertinente. Et justement, c'est une des thèses que je tiens personnellement, c'est que la conservation du patrimoine, elle est dans la conservation du bâti qui existe, mais elle est d'autant plus dans le savoir-faire. Et justement de continuer à propager cette tradition constructive à travers de l'architecture qu'on produit aujourd'hui. Donc pour moi, le patrimoine ou les techniques vernaculaires ne sont pas seulement pour la restauration, ça devait être utilisé dans l'architecture contemporaine. Donc c'est un peu ce qui était évoqué dans le document de Nara, où c'était en 1994, où pour élargir la charte de Venise, qui est très eurocentrique, notamment autour des pays qui ont un fort patrimoine pierre, qui est plus dans la conservation, dans l'authenticité, et moins dans le geste et dans la pratique artisanale. Donc au Japon, on a encore plus que dans les pays nordiques cette culture de refaire. Et donc le document de Nara est un reflet de cela, et je pense que aujourd'hui les choses sont quand même sont en train de bouger dans ce sens-là, qu'il y a une revalorisation du savoir-faire. Je pense même Benjamin Mouton à Chaillot a été très attaché à Nara, mais je pense que c'est valable aussi pour notre patrimoine de pierre. Enfin, je veux dire, si on prend une église romane ou une église gothique, entre guillemets, je me demande bien ce qui date du XIIIe siècle, qui n'a jamais été retaillé et repris. Bonjour Richard. Est-ce que vous avez des questions ou quelles remarques ou éléments pour laisser la parole à la salle? Tout ça convoque. Ça peut être mes collègues praticiens. Ah oui, d'accord, effectivement. Non, mais c'était juste parce qu'on a vu les très beaux dessins. Bravo, c'est très séduisant. Ça fait envie de même aller faire le voyage quelque part et commencer à dessiner. Je n'arriverai pas au même niveau, mais sur place, quand vous avez tout le cahier devant toi, combien de temps et tu dis, bon, je vais m'installer, je vais mettre une tabouret ou je vais rester debout et je peux faire en 3 minutes? Non, il y a certains dessins qui n'ont été pas faits à 100% sur place, parce que évidemment, il y a... je suis quelqu'un qui dessine assez vite, mais pour faire les sachures et tout ça, ça prend du temps. Et là, pendant surtout le voyage de Norvège, et même pour le voyage en Suède pendant l'hiver, parce qu'il faisait -20 parfois. Et je passais 2 semaines sous la neige à me balader. Donc c'était très compliqué de faire ça sur place. Par contre, en Norvège, on avait fait beaucoup de kilomètres sur 1 mois. On a traversé tout le pays, et c'est un pays très très long.
Donc, c'était beaucoup de choses qui ont été faites après. Certaines choses étaient faites sur place, mais des croquis sur place, il faut vraiment aller très vite, sur quelques minutes. Sinon, il faut se poser, typiquement, de faire un dessin comme vous voyez, 2 heures peut-être. C'est 2-3 heures, typiquement, pour... Parce que j'ai envie de dire que le dessin, c'est un savoir-faire aussi. Hein. C'est pas que... Il y a aussi la mise en œuvre, l'architecture et le bâtiment, etc. Mais ça, le dessin également, c'est un savoir-faire. Oui, ça se pratique. Je poursuis juste la question. Bon, pour poursuivre la question de Richard, et c'est peut-être aussi quelque chose que Benjamin a à l'esprit, le dessin... Donc nous, on y est sensible dans les premières années ici à l'école. Ce que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la diversité de vos dessins. Certains de relevés, d'autres sur des éléments de restitution d'éléments techniques, d'autres d'ambiance, certains s'attachant à la polychromie. Mais je me posais la question, en regardant toute cette diversité de dessins, s'il n'y avait pas des dessins qui manquaient, mais que vous avez réalisés, dans le lien avec les artisans, dans le lien que vous avez pu, comme praticien, attacher au relevé, à la compréhension de l'existant, mais aussi à la mise en œuvre, dont on voit qu'il y a quand même des tâtonnements sur le chantier, le plot est plus réajusté, etc. Quel est l'usage que vous avez pu avoir, vous, du dessin dans le lien avec les artisans in situ? En vrai, malheureusement, sur le chantier, on dessine très peu. C'est souvent des croquis très rapides. J'aime souvent essayer de faire dessiner les artisans pour mieux comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Sinon, c'est très, très compliqué. Mais c'est souvent très compliqué de faire des dessins. Parfois, on arrive, surtout avec les artisans qu'on connaît bien. Mais sur le chantier, c'est quelque chose justement que j'ai pas de bibliothèque de dessins de chantier que j'aimerais montrer pour l'instant. C'est plus peut-être des choses que j'ai produites à Chaillot que je n'ai pas montré, mais qui étaient plus à l'ordre d'études structurelles, de techniques constructives, choses comme ça. Ces croquis sous forme de dessin qui soient dans le lien avec le maître d'ouvrage ou avec l'artisan, même s'ils peuvent paraître modestes et moins spectaculaires que les magnifiques rendus que vous pouvez nous donner, je pense sont très pertinents et essentiels pour parler de ce patrimoine qu'on découvre et ce patrimoine au sens de savoir-faire dans le lien à l'artisan. C'est pour ça que je peux vous encourager à nous les présenter, même si vous paraissent peut-être moins spectaculaires. Je rejoins complètement ce que vient de dire Sébastien, parce que je pense que on est aussi devant les étudiants, et je pense que comprendre que le dessin, et je sais que tu l'utilises aussi durant le chantier, comprendre que le dessin, il nous quitte jamais, aussi bien dans l'observation que dans la compréhension, que dans l'échange, notamment avec des artisans où parfois on ne parle pas la même langue, même si, quand je dis pas la même langue, c'est pas la même langue réellement, ou même parfois pas la même langue en termes d'outils. Et le dessin, c'est un peu le seul outil qui nous reste, le seul médium qui nous reste pour vraiment communiquer. Je te remercie. Moi, je découvre, on se connaît un petit peu, mais je découvre un peu plus ton travail. Et moi, j'ai une question assez précise qui est sur la question de l'entretien. Oui. On a commencé à l'évoquer avec la question de Sébastien en introduction. Je m'interroge sur cette peinture à l'huile de lin. Donc, en fait, moi, je connais très peu ce procédé-là. Et je pensais même qu'il y avait un travail sur la peinture à la farine aussi. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de différent ou pas. Oui, ça c'est pas la même chose. C'est la farine, c'est encore plus ancien que la peinture à l'huile de lin, on va dire. La peinture à l'huile de lin, c'était surtout au 19e siècle où c'est devenu quelque chose qui était très très utilisé dans les pays nordiques. C'est revenu un peu en vogue maintenant parce que ça a des propriétés très bonnes pour le bois. On peut même juste peindre la maison à l'huile, donc sans le pigment. Et c'est justement l'avantage avec la peinture à l'huile de lin, c'est que quand on applique des couches, après quand on fait la prochaine couche, on n'a pas besoin de décaper. Donc c'est une base accumulative en fait, et qui fait que en gros pour chaque couche vous achetez 5 ans en gros, c'est ce qu'a dit le fabricant.
Mais du coup, c'est une peinture qui coûte certes un peu plus cher, mais qui, pour la santé du bois, est essentielle, surtout en Normandie où c'est très humide. Et même, je vais dire un mot sur le chalet suédois. Vu les peintures qu'ils ont eues, je pense qu'il y avait les premières couches qui étaient quand même avec l'huile de lin qui a pu protéger le bois un peu mieux. Mais parce qu'avec l'humidité de la forêt de Bagnoles de l'Orne, c'est quand même surprenant que le chalet soit en aussi bon état. Parce que à Bagnoles, c'est extrêmement humide quand même. Et dès qu'on a une façade au nord, ça devient couvert de mousse en moins de 2. Et c'est aussi ça témoigne de la qualité du bois qui est utilisé à l'époque. Parce que ça, il faut comprendre aussi que le bois industriel aujourd'hui, c'est pas le bois d'il y a 100 ans ou 130 ans. On laissait plus pousser le bois plus longtemps, qui fait aussi que les anneaux étaient plus serrés et donc d'une meilleure durabilité. Justement, pendant le voyage en Norvège, on était rentré par la Suède en revenant et on était allé voir. Il y a des maisons qui s'appellent Helsingegårdar en Suède qui sont classées à l'UNESCO. C'est des grands manoirs en bois. Et il y avait un propriétaire de ces maisons-là qui avait justement fait l'exercice. Il avait montré une planche coupée qui était, en gros, qui avait 300 ans et qui était d'une densité phénoménale, avec une planche de scierie moderne qui était 10 fois moins dense, pour vraiment comparer la qualité du bois. Et donc, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui et qui fait que l'architecture de bois va être moins durable aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, le choix du bois est un vrai sujet. Et pour le chalet, on veut justement, pour les ornements, choisir du bois de montagne qui pousse plus lentement parce qu'il va avoir une meilleure qualité. Mais tout ça, ça veut dire des frais de plus. Et voilà. Parce que sinon, en France, aujourd'hui, quand on veut un bois durable, on va avoir tendance à aller sur des bois exotiques ou du chêne, mais on ne va jamais sur du pin ou du sapin. Tandis qu'en Suède, on construit quasiment que avec du pin et du sapin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a tendance, aujourd'hui même c'est normé, on traite le bois, on a un perméabilis avant de le mettre. Tandis que dans tous les bâtiments qu'on a vus, on ne le faisait pas. Et puis ça pose la question de l'entretien par l'habitant, ou en tout cas par le propriétaire, qui est quand même un sujet aujourd'hui qui freine parfois dans l'utilisation du bois certains propriétaires qui disent que comment est-ce qu'on va l'entretenir. En fait, voilà, ça s'entretient comme tout, et ça peut être entretenu assez facilement, en fait, c'est ce qu'on voit. C'est ça. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, culturel en France. C'est qu'en Suède, on est un pays de bois. Et donc, la culture de l'entretien, on l'a depuis l'enfance. Ça veut pas dire qu'on va pas tricher, faire des fenêtres PVC, etc. Mais il y a plus une volonté de mettre des fenêtres à cadre de bois. Tandis que j'ai beaucoup de mal dans l'Orne de faire installer des fenêtres en bois. Beaucoup de mal. C'est toujours l'entretien qui est la question, qui piège, on va dire. Peut-être le temps d'une dernière ultime question. Là, nos étudiants motivés. Bon, mais écoutez, il nous reste à vous remercier très chaleureusement et pour cette conférence magnifique autour du patrimoine, de ses dimensions et rappeler la question du soin de l'architecture. Merci encore à vous et merci d'être venu à l'école. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup.